Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. La jeunesse, un rapport contre l'insécurité, on en parle dans ce grand dialogue de ce soir. La jeunesse malienne de la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent. C'est sur ce thème national qu'a été célébrée hier la journée internationale de la jeunesse. Les autorités réclament l'implication sans faille de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, tous les élus du Conseil national de la jeunesse doivent désormais suivre une formation civique, citoyenne et commune de base militaire. Quelle place de la jeunesse de la lutte contre le terrorisme peut-elle contribuer au processus de réconciliation? Les jeunes peuvent-ils prétendre à certaines responsabilités? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités. Madame Sarah Fatoumata Konaté, chargée de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports. Mahaman Nyare, président national de l'AJS Mali Action Jeunesse Sociale. Daouda Fomba, secrétaire général du Conseil régional de jeunes de Dioïla au téléphone à la présentation. Je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. La jeunesse malienne de la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent. Pourquoi le choix de ce thème, Madame Sarah Fatoumata Konaté? Merci beaucoup. Merci au studio Tamani. Merci à tous ceux qui nous écoutent à travers vos ondes. Comme vous le savez, en décembre 1999, les Nations Unies ont adopté les recommandations de la conférence des ministres de la jeunesse de faire du 12 août la journée internationale de la jeunesse, qui a pour objectif de promouvoir le plan d'action mondial de la jeunesse qui a aussi été adopté en 1995. Donc, comme tous les ans, le Mali célèbre cette journée. Cette année, le choix du thème est un choix qui est important pour nous, pour la simple raison que le pays traverse une période très difficile depuis quelques années. Et comme beaucoup de pays du Sahel, on viendra certainement plus tard au cours de l'entretien. Et les autorités on ne s'est pas trop éloigné du thème mondial. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, le Mali a entamé un processus de digitalisation de nos administrations. Et le thème mondial cette année était le progrès à portée de clics, la jeunesse et le secteur du numérique au service du développement durable. Donc, on a voulu impliquer cette jeunesse malienne à travers un thème national, qui est le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un pays, un Mali émergent. Parce qu'on s'est dit que pour avoir un développement, il faut déjà avoir la sécurité. Il n'y a pas de développement sans sécurité et les jeunes ont un rôle important pour la simple raison aussi que 65% de la population malienne a moins de 25 ans. Et les jeunes sont une cible facile, une proie facile, par exemple pour les groupes armés qui souhaiteraient certainement, à travers les actes, comme on a l'habitude de voir, les recruter facilement. Et cette jeunesse a un rôle important à jouer dans la sensibilisation, mais aussi à lutter efficacement contre le terrorisme à travers la digitalisation. Donc c'est pourquoi le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdel Kassim Fomba, a souhaité que ce thème soit le thème de la jeunesse cette année pour célébrer le 12 août. D'accord. En quoi la jeunesse peut-elle contribuer à la lutte contre le terrorisme? Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une guerre à la fois militaire, mais une guerre de communication, d'information. C'est pourquoi le département a envisagé depuis un certain temps un cadre de partenariat avec le ministère de la Défense à travers la DIRPA. Donc on s'est dit, pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut déjà lutter contre la désinformation. Les informations négatives sur, par exemple, les FAMA sur le terrain qu'on a l'habitude de voir, il faut que les jeunes soient sensibilisés à savoir qu'est-ce que je dois partager, qu'est-ce que je ne dois pas partager. Parce que la guerre de la communication, elle est aussi mentale, psychologique. Ça joue sur le mental. Et si les jeunes ne sont pas sensibilisés dans ce sens-là, la guerre peut être gagnée sur le terrain, mais la mauvaise communication peut faire en sorte que cette guerre, on a l'impression qu'on ne la gagne pas, mais on est en train de la gagner. Donc, avec la DIRPA, on a envisagé de former 500 jeunes à travers, dans le district de Bamako.
Et sur les 500, on choisira aussi des points focaux dans chaque commune de Bamako et aussi de Kati, qui vont être des relais. Donc l'idée de ce partenariat avec la DIRPA, c'est qu'on est sûr d'avoir la bonne communication à la base. Et ces jeunes, on a passé 2 jours avec eux à la maison des jeunes de Bamako. On a formé un premier lot de 250. C'était le premier jour. Et le deuxième jour, c'était un autre lot de 250 avec des cibles différentes. Parce que lorsqu'on parle de jeunes, on ne fait pas de différence parce que nous, on est là pour tous les jeunes du Mali. Donc que ce soit les jeunes du milieu défavorisé, que ce soit les universitaires, que ce soit le CNJ, que ce soit les jeunes même qui sont à notre niveau, c'est-à-dire les pionniers, la brigade citoyenne, à l'école de la citoyenneté, les scouts. Donc on a fait 2 groupes, 2 lots de formation pour ces jeunes-là. Donc l'idée, c'est vraiment avoir une synergie d'action pour contrer déjà contre la désinformation. Donc si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura fait beaucoup. Et le processus vient d'être entamé. On compte continuer dans toutes les régions du Mali. Et aussi, on a lancé un challenge depuis 2 semaines pour mobiliser la jeunesse à soutenir les femmes sur le terrain. Et je pense qu'avec ces quelques actions, on va commencer un processus qui va être amélioré au fur et à mesure jusqu'à atteindre le maximum de jeunes pour être mieux sensibilisés à lutter efficacement contre le terrorisme. Maman Nyare, vous êtes le président de l'association AJS, Action Jeunesse Sociale. Ce thème national, est-ce que la jeunesse se voit dedans? La jeunesse s'est attribué ce thème national? Bien sûr. Déjà, à l'entame de mes propos, je tiens à vous remercier, à remercier les auditrices et les auditeurs du studio Tamani, et également de remercier, comment on appelle, Madame Koné. Madame Sarr Fatoumata Konaté, pour sa présence. Effectivement, je tiens d'ailleurs d'abord à présenter mes sincères condoléances à toutes les victimes civiles ou militaires lors de cet acte terroriste. Pour répondre à votre question, les jeunes s'y reconnaissent parce que c'est la question de l'heure. En parlant de ces problèmes liés au terrorisme, les jeunes aujourd'hui sont les premiers éléments. Parce que les terroristes sont qui en réalité? Ils essaient d'activer qui généralement en leur cause? C'est d'abord les jeunes. Aujourd'hui, si ces jeunes-là sont acteurs de cette sensibilisation, sont sensibilisés et doivent sensibiliser d'autres jeunes, je pense que le problème est à moitié résolu. Donc c'est pour dire que c'est une question de l'heure et les jeunes vraiment sont conscients des défis auxquels le pays fait face, sinon notre sous-région. Les jeunes sont conscients du défi, c'est-à-dire que les jeunes sont conscients également du phénomène du terrorisme au Mali? Pas dans sa globalité, parce que vous savez, on a un problème d'information et d'orientation. Et c'est pourquoi déjà, comme elle l'a si bien dit, le département de la jeunesse en partenariat avec la direction chargée de la communication au niveau du ministère de la Défense, ils se sont mis ensemble, en tout cas pour pallier à un certain nombre de problèmes, notamment ces déficits de communication. J'allais en venir à ça. Oui, déficits de communication au niveau des jeunes. Et effectivement, certains ne sont pas conscients de ce qu'on a aujourd'hui au Mali et de ce que le pays fait face. Mais il faut les sensibiliser, il faut les former, il faut les orienter. Et mieux, il faut demander à ces jeunes-là déjà conscients d'aller vers les autres. Donc c'est tout un processus qu'on doit suivre avec beaucoup d'attention. Elle disait tout à l'heure que 500 jeunes ont été formés, 250 en un premier lieu et 250 en un deuxième lieu. Est-ce que votre association a participé à cette formation? Oui, j'étais là-bas moi-même, avec toute la délégation de l'association. Et qu'est-ce que vous avez appris concrètement concernant la lutte contre le terrorisme? On a appris qu'il faut se méfier, sinon qu'il faut bien utiliser les réseaux sociaux. Parce que généralement, les jeunes utilisent ces réseaux sociaux, mais utilisent très mal ces réseaux sociaux. Pourquoi je dis ça? Parce que là, déjà, il faut voir que
ces informations qui viennent souvent, ces menaces même terroristes, qui partagent en grande partie, c'est les jeunes. Et souvent, ça touche même ceux qui sont sur le terrain. Et souvent, vous allez voir que on divulgue des informations qui ne sont même pas vraies, qui ne sont même pas vérifiées. Mais qui les partage? Ce n'est pas les jeunes. Souvent même, il y a des informations qui sont vraies, mais il ne faut pas partager. Donc, qu'est-ce que nous, on a reçu? On a reçu dans un premier temps qu'il ne s'agit pas d'abord de vraies ou même de fausses informations. Il faut suivre déjà, parce que nous sommes en période de guerre. Il faut d'abord suivre les orientations des hautes autorités pour les aider dans l'accomplissement de leur mission. Ce faisant, il y a des messages, sinon il y a des informations, même si elles sont vérifiées, il ne faut pas les partager. Parce qu'en les partageant, vous aidez les terroristes à prendre le terrain, à contrôler, sinon à atteindre leurs objectifs. Mais qu'est-ce que la personne doit faire? Tu dois t'informer et maintenant agir en fonction de tes prérogatives en tant que jeune. Dans un premier temps. Maintenant, si l'information aussi est fausse, il faut aussi, pour savoir si l'information elle est bonne ou pas, il y a des sources de vérification. Par exemple, tout ce que le département de la jeunesse fait, tout ce que notre association fait, c'est sur nos pages officielles. Donc, il y a une manière déjà de vérifier une information. Mieux, il faut s'y rendre. Il faut te déplacer. Mais est-ce que la jeunesse a accès à l'information réelle pour pouvoir dire à ceux qui partagent les informations qui sont soit, disons, en fausse pour contrer ces fausses informations? Est-ce que la jeunesse elle-même a accès à l'information réelle? Personne n'a accès à toutes les informations. À des degrés différents et à des niveaux de responsabilité, les gens s'exécutent. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans un État, on ne dit pas tout. Le président ne dit pas tout. Le PM ne dit pas tout. Le ministre ne dit pas tout. Elle représente un département, elle ne dit pas tout. À des degrés différents, les gens travaillent avec l'information. Et toutes les informations ne sont pas à divulguer dans un premier temps. Pour vous dire qu'on ne peut pas avoir accès à toutes les informations. Mais les informations officielles qui sont traitées et qui sont là, pour être divulgué, il y a des canaux de communication pour ça. Par exemple, la DIRPA, si elle communique, c'est sur sa page officielle. La présidente de la République, si elle communique, c'est sur sa page officielle. Les jeunes aujourd'hui qui sont partis à l'école peuvent vérifier ça. Mieux, ils peuvent même se déplacer pour aller chercher les vraies informations. Maintenant, ceux-là qui sont dans une certaine situation, qui n'arrivent pas à comprendre est-ce que cette information elle est vraie, est-ce que cette information elle n'est pas vraie. Il faut aller vers ces jeunes et les sensibiliser, leur montrer qu'aujourd'hui nous sommes en période de guerre. Et en période de guerre, il faut être très vigilant dans tout ce que tu fais. Ne partagez pas les informations dans un premier temps et ne partagez pas les informations qui peuvent nuire. Surtout. D'accord. Daouda Fomba, vous êtes secrétaire général du Conseil régional de jeunes de Dioïla. Dites-nous, est-ce qu'au niveau de Dioïla, vous avez célébré la journée internationale de la jeunesse hier? Ok, merci. Je salue tous les participants au débat. Heureusement, on a participé à pas mal d'activités parce que le Conseil régional est en la coordination, donc il y a beaucoup de communes qui ont célébré à travers la plantation des arbres. Et aussi, les jeunes de Fana ont fait la célébration à travers un don de sang, dans le cadre du soutien aux femmes. Et dans plusieurs localités aussi. À Dioïla même, la Jeune Chambre internationale a fait une conférence sur l'entrepreneuriat jeune. Donc, les opportunités qui sont dans la nouvelle région de Dioïla. Heureusement, pour répondre à votre question, notre journée internationale a été bien célébrée à Dioïla. Les techniques d'extirper les jeunes des groupes extrémistes violents vous ont-elles été expliquées? Bon, non, nous, on n'a pas encore eu l'opportunité de participer à une telle formation. Mais bon, comme on a dit qu'on va bientôt outiller la jeunesse, parce que on a une nouvelle structure qui vient d'être mise en place. Donc, on pense que dans les jours à venir, on aura l'opportunité d'être outillé dans ce sens.
Est-ce que dans vos causeries, débat entre jeunes, vous parlez de la lutte contre le terrorisme? Évidemment, on participe beaucoup. Aujourd'hui même, je peux dire qu'on est pleinement impliqué. On est pleinement impliqué à travers les groupes de débat WhatsApp et surtout sur les réseaux sociaux, et Facebook et TikTok. Donc on participe beaucoup à ces débats. On est impliqué. Qu'est-ce que vous vous dites entre jeunes? Bon, ce qu'on se dit généralement, c'est toujours essayer de chercher la vraie information. Parce qu'aujourd'hui, comme mes prédécesseurs l'ont signalé, aujourd'hui, il y a beaucoup de sources d'informations. Les gens parlent à moindre reprise, ça fait du buzz. Donc, généralement, l'information, on n'a pas ces outils nécessaires pour vérifier les sources de l'information. Tout récemment, ce qui s'est passé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à Tezawatan, il était très difficile d'avoir la vraie information. Chaque fois, les gens étaient à l'affût. Donc, la moindre information qui véhicule, on voit que ça passait partout. Donc, aujourd'hui, vraiment, la jeunesse cherche des références. D'accord. Oui. Madame, dites-nous comment extirper les jeunes des groupes extrémistes violents? Vous savez, généralement, les jeunes qui intègrent ces groupes extrémistes, comme je l'ai dit, la jeunesse est une cible qui est facile à voir parfois dans certains cadres, parce que soit ils sont en chômage, donc ils ne savent pas quoi faire, ils sont facilement recrutés par ces gens-là, soit ils sont en manque même d'orientation. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que quand nous, on a parlé d'être là pour toute la jeunesse, on n'oublie pas le milieu défavorisé, parce que c'est un milieu qui est facile à voir. C'est des jeunes qui dorment dans les rues, qui ne savent pas, qui n'ont pas de travail. Et ils se disent qu'en intégrant ces groupes-là, c'est facile d'avoir de l'argent. Donc, la première des choses qu'on a eu à faire depuis notre arrivée au département, c'est de créer un cadre d'échange permanent avec ces jeunes. Et le ministre se rend périodiquement, je pense que vous êtes témoin de ça, à rencontrer ces jeunes-là. Ça se fait hors caméra, ça se fait hors journaliste, mais il les rencontre presque chaque mois. Il échange avec eux sur les priorités, comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Ces jeunes-là ont du talent. Ils ont du talent, mais ils n'ont pas ce cadre-là. Et on est en train de travailler avec d'autres départements ministériels sur comment faciliter leur insertion socio-professionnelle. Ça se passe uniquement à Bamako? Pour le moment, ça se passe à Bamako parce qu'on est, comme je l'ai dit, c'est des phases, c'est au fur et à mesure, c'est un processus qui va continuer dans beaucoup de régions. Mais là où on sait que le phénomène est concentré, on essaie de travailler de telle sorte que ces jeunes soient moins tentés à aller vers les groupes armés, moins tentés à aller vers l'extrémisme. Mais est-ce à dire que les jeunes de Bamako sont tentés d'aller vers ces groupes extrémistes violents? En majorité, Bamako n'est pas forcément la cible prioritaire, mais ils peuvent être des cibles aussi pour ces groupes-là. Et l'extrémisme n'est pas aujourd'hui que le nord. Aujourd'hui, le sud est atteint, tout le monde est concerné. Avant, on se limitait uniquement aux régions nord du Mali, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, si une sensibilisation doit commencer, on commence petit à petit avec des noyaux qu'on a ici. Après, c'est avoir d'autres dans d'autres localités. Le travail se fait, le travail se fait à travers le pays, mais c'est un long processus. Et pour mettre fin, on ne peut pas mettre fin à tout, mais on va sensibiliser au maximum pour que ces jeunes-là soient moins tentés à aller vers les groupes extrémistes. Et cela se passe par plusieurs choses. Déjà, montrer le patriotisme aux jeunes, c'est-à-dire lorsqu'on est malien, il faut qu'on soit fier d'être malien, qu'on soit fier d'accompagner nos autorités dans la démarche qu'ils ont entreprise pour lutter efficacement contre ces groupes armés, et aussi dire que l'émergence de mon pays aussi passe par moi. Donc cette fibre patriotique qu'on est en train d'inculquer chez certains jeunes, et je pense que ça fait fruit aujourd'hui. Et la preuve, quand on a commencé à lancer ce processus de formation des jeunes, il y a certains qui ont déposé carrément des lettres adressées au ministre pour dire qu'ils veulent être partenaires dans cette sensibilisation. Donc ça prouve déjà qu'on commence à se soucier plus de notre développement économique, donc qui passe forcément par la sécurité. Donc je me dis, avec tout ce qu'on a comme jeunes du Mali aujourd'hui,
on peut être sûr que dans quelques années, tout ça sera un très mauvais souvenir. D'accord. En dehors de ces formations que vous venez d'énumérer, qu'est-ce qui est fait pour freiner l'enrôlement de cette couche vulnérable dans l'extrémisme violent? La méthode adoptée reste pour le moment la sensibilisation, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir donner du travail à tout le monde. Et la première des choses qu'on a entreprises reste la sensibilisation et aussi inculquer chez les jeunes cette fibre patriotique. Je me dis, avec ça, on aura fait beaucoup. C'est-à-dire, le jeune qui ne sait pas d'où il vient et qui est facilement abordé par ces groupes peut facilement être tenté lorsqu'il ne sait pas que moi, je ne dois plus servir mon pays que ces gens-là, qui me donneraient peut-être pour quelques milliers de francs à faire des actes néfastes contre mon pays. Donc la sensibilisation première reste de créer cette fibre patriotique chez chaque jeune, qu'on soit conscient que le Mali, c'est le seul Mali qu'on a, on n'en a pas deux. Et on doit se battre non seulement pour avoir un Mali meilleur pour nos générations futures, mais pour nous aussi. Dans cette phase de sensibilisation, on est à ce niveau. Mahaman, vous êtes président national d'une organisation de jeunes. Qu'est-ce qui favorise, selon vous, l'enrôlement de jeunes dans les groupes extrémistes violents? Merci pour la question posée. Je tiens d'abord à féliciter la jeunesse de Dioula pour tous les efforts consentis lors de la célébration de cette journée internationale. Vous savez, un pays, il faut d'abord aimer le pays. Elle l'a dit, elle a parlé du patriotisme. Pour moi, aujourd'hui, les jeunes doivent chercher à connaître le pays et on doit les aider pour ça. Quelqu'un qui connaît le Mali ne peut pas trahir le Mali. On doit connaître, vous savez, nous, on a nos régions naturelles, ignorées par la jeunesse dans sa globalité. Vous comprenez? Avant ces régions aujourd'hui, type qu'on a, on avait nos régions naturelles. On a nos zones. Et dans chaque zone, il y a des richesses inexploitables, c'est-à-dire inimaginables que notre pays a. Et si les jeunes, dans un premier temps, cherchaient à connaître nos valeurs, notre identité, à travers nos différentes régions naturelles qui ont existé avant ces régions aujourd'hui que je qualifie de fabriquées, on allait plus aimer le Mali. Quand on prend la zone des Cailles, quand on prend le Barenta, les Nyambia et tout ce qui s'ensuit, c'est des régions naturelles qui ont existé. Et du nord au sud, ces régions existent. C'est des communautés qui vivaient ensemble en harmonie et qui défendaient des qualités d'hommes. Et aujourd'hui, on doit aider les jeunes à aller vers ça, à connaître le Mali, son histoire, ses passés, à connaître ses héros également. On a des héros, on a des gens vraiment qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Il faut qu'on puisse les connaître. Qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et partant de ces valeurs, le jeune Malien va se dire: ah non, moi je ne dois pas faire ça. Ah non, moi je mérite mieux. Ah non, moi je ne peux pas m'associer à ça. C'est trahir mon pays. Parce que dans une certaine mesure, je peux même vous dire que certains ne savent même pas qu'on est un pays. Et ça va venir. Après, il y aura d'autres formations, d'autres orientations qui sont là. Elle a parlé de la formation et de l'emploi. Effectivement, un jeune qui n'a pas d'emploi est tenté. Mais ça se discute souvent, mais c'est vrai. Tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de ressources, tu es tenté. Et vous allez voir généralement ceux-là qui sont stables, qui travaillent, excepté ceux-là qui ont une adhésion idéologique de la chose. Parce qu'il y a certains qui ont une adhésion idéologique de la chose, de l'extrémisme violent. Il y a des gens qui pensent vraiment autrement, excepté ces quelques-uns, tout jeune stable. C'est pas facile de l'amener vers l'autre côté. Donc en réalité, il nous faut ça aujourd'hui. Il faut aller vers cette formation du Mali, cette connaissance du Mali historique.
Et vous, jeunes, en tant que président d'une organisation nationale, qu'est-ce que vous faites comme sensibilisation envers cette couche vulnérable pour les sensibiliser afin de ne pas s'enrôler dans ces groupes extrémistes violents? Et l'AJS Mali, qui est une association nationale, qui est sur le terrain depuis à peu près 10 ans, depuis le 12 février 2015, a formé des milliers de jeunes dans beaucoup de modules de formation. Et elle a été l'une des premières organisations au Mali qui a organisé des forums sur les rébellions au nord du Mali, les origines à nos jours. Parce qu'il faut que les gens comprennent cela aussi. Pourquoi on est là aujourd'hui? Mais il faut le reconnaître aussi. Vous êtes basé sur quoi pour expliquer à ce jeune les origines de cette rébellion? Il faut se référer à ceux-là qui ont d'abord vécu cela et qui ont une certaine expérience et qui ont peut-être une certaine connaissance de la zone pour nous expliquer pourquoi il y a eu telle ou telle chose. C'est très important. Donc, l'AJS Mali a fait ça dans le temps et elle continue d'œuvrer pour ça. Et aujourd'hui, comme elle l'a si bien dit, il faut aller plus vite. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde de communication et on est face à une guerre communicationnelle. Donc, il faut mieux outiller les jeunes parce que c'est les jeunes qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Et vous avez vu notre participation, de la formation initiée par le département et son partenaire DIRPA pour former et sensibiliser plus de jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc vraiment c'est une association active avec ses moyens précaires, mais qui reste debout pour le Mali. Ces initiatives ont-elles eu un impact sur les jeunes que vous avez eu à former? Ah, bien sûr, parce que là, c'est quand même une association qui est implantée de Kaya à Gao. Ce que j'étais en train de vous expliquer concernant pourquoi on est là aujourd'hui, les origines de ces crises. Les jeunes ont compris, beaucoup ont compris, et aujourd'hui, ça a même permis à certains vraiment d'être bien orientés dans leur vie de tous les jours. Oui. Daouda, vous êtes à Dioïla. Dites-nous quels sont les risques auxquels les jeunes de Dioïla sont confrontés par rapport à l'insécurité. Et s'il vous plaît, il faut répondre à la question. Il y a la musique qui... Je disais quels sont les risques auxquels les jeunes de Dioïla sont confrontés par rapport à cette insécurité dont nous parlons. Bon, aujourd'hui, les risques, d'abord, comme vous le savez déjà, parce que je suis ici au Tamani fréquemment. Aujourd'hui, les jeunes, d'abord, ils sont confrontés à ces risques-là de ne pas se retrouver du mauvais côté. Comme vous l'avez, les problèmes sont nombreux. D'abord, on a l'inégalité sociale, on a surtout la mauvaise gouvernance qui aujourd'hui est en train de disparaître carrément avec les efforts qui sont en cours. Sinon, aujourd'hui, la jeunesse, on peut dire que la jeunesse est divisée. La jeunesse est divisée entre choisir ou ne pas choisir. Donc, je pense que les efforts que le gouvernement est en train de mettre en place, c'est à travers ces efforts-là que la jeunesse va choisir le bon côté de l'histoire. Sinon, quasiment partout au Mali, vous allez voir que les jeunes, ils sont soit impliqués ou bien soit un peu acteurs de cette insécurité-là. Donc vous voulez dire que certains jeunes de Dioïla sont impliqués dans cette insécurité? On peut pas dire qu'ils ne sont pas impliqués. On ne peut pas dire que la jeunesse n'est pas impliquée, car on n'est pas en contact avec tous les jeunes. Mais il y a des acteurs qui aujourd'hui sont en train de se battre pour lutter contre l'implication de la jeunesse dans ça. Mais il y a aussi, il faut le dire aussi, aujourd'hui les terroristes ils sont partout, ils sont en train de recruter des jeunes. Donc je pense que les actions doivent être plus rapides sur le terrain pour ne pas laisser, parce que le Mali est très vaste. Aujourd'hui même Dioula c'est 23 communes. C'est de la région de Sékou à Sigasso, de Koulikoro et à Kouchala. Donc c'est une zone qui est aussi très stratégique, car Fana est le poste des Antigua est dans la région de Dioïla. Donc il faut des actions plus rapides. Parce
qu'aujourd'hui, l'insécurité est en train de gagner du terrain. On a les échos, on a les informations. Vous-même, vous êtes informateur. Donc, ce que moi, quand même, je demande aux autorités, c'est encore d'être plus rapide dans la mise en œuvre des programmes qui sont mis en place pour que la jeunesse ne se retrouve pas du mauvais côté de l'histoire. D'accord. Les autorités doivent être plus rapides. Est-ce que vous êtes conscient de ce que lui, il vient d'expliquer, qu'il faut aller très vite par rapport à cette sensibilisation? Évidemment que oui. On était confronté à un problème, comme vous le savez, depuis un certain temps dans beaucoup de localités. Il y avait 2 ou 3 bureaux de jeunes dans beaucoup de localités. Donc, le département était confronté à un problème et il fallait, après les états généraux, aller rapidement à la mise en place de ces bureaux dans toutes les communes. Au moins, on a un répondant au niveau de l'État qui mènera les activités au nom de la jeunesse. Donc, s'il parle de rapidité, nous, on est conscient qu'il faut que la sensibilisation se fasse très vite. C'est pourquoi on a mis tout en œuvre pour que tous les bureaux, en tout cas des 819 communes, on a quand même 815 qui ont des bureaux au niveau des communes et les 20 du Mali. Donc, cette première phase était d'avoir un répondant unique dans chaque commune, dans chaque région, qui allait travailler et nous faciliter le travail sur le terrain. Donc ça, c'était la première partie. Et l'autre, maintenant que c'est fait, on attend la mise en place du Bureau national pour commencer rapidement avec les actions sur le terrain. Sinon, ça allait être très difficile de discuter avec un jeune qui est d'un bord et après l'autre bord va dire que je n'ai pas été impliqué, serait peut-être tenté à saboter le travail sur le terrain. Donc, on a voulu éviter ça. Donc, la rapidité, c'était déjà aller sur le processus de mise en place des bureaux CNG et là, c'est déjà fait. Depuis l'avènement de la transition, vous avez commencé à travailler avec les autorités par rapport à cette insécurité, notamment les jeunes qui sont impliqués dans le terrorisme. Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle la d'éradication de personnes tombées dans ces filets des extrémismes violents? Ça, c'est une question de baromètre que je ne suis pas en mesure de donner. Les actions que nous initions, les actions qui sont en cours de sensibilisation, c'est sur ça que je pourrais parler. Mais je n'ai pas un chiffre exact pour dire que tel jeune a été sensibilisé et tel nombre n'est pas encore tenté d'aller vers. Ça, c'est une question de baromètre. Peut-être que lorsque les actions vont être partout dans le Mali, on pourra dire peut-être dans 2 ou 3 mois, avoir un résultat sur le terrain. Pour là, ce sera plus facile. Mais on ne peut pas commencer une sensibilisation il y a quelques mois et s'attendre tout de suite à un résultat sur lequel on peut se baser pour dire que oui, on a lutté, oui, mais ce serait de nous mentir peut-être à nous-mêmes. On souhaiterait être réaliste, continuer le travail sur ce qui a été commencé ici, qui va s'étendre dans toutes les régions, dans toutes les communes. Et après, peut-être dans 3, 4, 5 ou 6 mois, on pourra dire qu'à travers cette campagne de sensibilisation des jeunes dans la lutte contre le terrorisme, on a pu, à travers voilà, avoir des chiffres exacts. D'accord. Alors, quelle solution réelle pour cette lutte contre le terrorisme au Mali? Alors, je pense que les autorités travaillent dessus. Au-delà du département de la jeunesse, je pense que les plus hautes autorités ont trouvé des voies et moyens pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et là, je parle de l'AES en question parce que ce n'est pas pour rien que les 3 pays ont décidé de se mettre ensemble. Je parle du Mali, du Burkina, du Niger, qui ont créé les États du Sahel parce que l'Alliance des États du Sahel, pour lutter d'abord efficacement contre le terrorisme. Donc, je pense que ça, c'est à un autre niveau. Mais en ce qui nous concerne, le travail qui est fait ici, parce que c'est une synergie d'action des pays du Sahel et qui doit s'étendre à d'autres pays, malheureusement peut-être qu'ils ne comprennent pas les enjeux au même titre que nous, mais les 3 pays ont compris les enjeux de se mettre ensemble pour lutter et la jeunesse de ces 3 pays doit continuer à faire le même travail sur le terrain pour lutter efficacement, mais en termes de sensibilisation, parce que le travail sur le terrain relève des militaires. Niaré, est-ce que vous estimez que les autorités prennent à bras le corps cette insécurité, notamment l'implication de jeunes dans l'extrémisme violent? Je vais poser 2 questions. Allez-y. Si d'abord les autorités jouent pleinement leur rôle pour nous permettre de quitter cette situation, et je dirais oui. Vous savez, une guerre n'est jamais facile et il y a plusieurs dimensions. Et il faut tenir compte de toutes ces dimensions et souvent qui relèvent de d'autres dimensions.
la façon dont les choses se passent, la façon dont les recrutements se font et la manière dont les autorités communiquent aujourd'hui, et surtout à travers la DIRPA, je suis conscient que ça doit marcher et que ça va marcher. Maintenant, l'implication des jeunes, vous savez, cette question également, elle est très sensible. Parce que dans notre pays, on ne sait pas également qui est qui, en vérité. Nous sommes tous des Maliens, nous sommes tous des jeunes, mais il faut souvent chercher à connaître qui est qui. Et la sensibilisation peut nous permettre de pallier un certain nombre de problèmes. Comme je l'ai dit au départ, ça prend du temps, ce n'est pas du tic au tac. Peut-être certains ont déjà adhéré, peut-être certains ont déjà compris, mais d'autres n'ont pas compris. Donc ce n'est pas quelque chose qui est... Mais pour vous aujourd'hui, quelle est l'urgence? L'urgence, c'est de continuer. Parce qu'on est déjà dans l'urgence. Et c'est le quotidien aujourd'hui des autorités. On est déjà dans ça. Mais il faut accélérer maintenant. Et pour accélérer, les jeunes ont un rôle très important à jouer. Et notamment la bonne utilisation des réseaux sociaux. Ne pas partager à tue-tête les informations, les traiter d'abord et voir est-ce que je dois partager, est-ce que je ne dois pas partager, comme je l'ai eu à le dire. Et tout ce qui s'ensuit. Et soutenir les autorités en s'associant à des activités qui peuvent faire avancer la République. C'est très important. Il ne s'agit pas d'être à la maison au grain pour dire on est avec vous. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être actif, travailler pour que ça marche. Ouais. Daouda, selon vous, quelle est la solution face à cette insécurité, notamment l'enrôlement de jeunes dans l'extrémisme violent? Bon, la première solution, comme je l'ai déjà mentionné, ça c'est la réduction de l'inégalité sociale. Car aujourd'hui, l'évidence est que le Mali, il y a certaines qui vivent du Mali, ça c'est évident, mais le Mali aussi fait vivre, d'autres font vivre le Mali. Ça c'est surtout les zones rurales, les jeunes qui travaillent durant l'hivernage pour la production agricole, les jeunes qui travaillent dans l'élevage et autres. Ces jeunes-là payent des impôts pour l'État, mais les retombées sont minimes. Donc, il est facile d'enrôler ces jeunes ou bien de les retourner. Donc, je pense que déjà, avec le Mali-Croix, l'idée qui est déjà en place, la communication est là. Maintenant, il y a beaucoup d'actions qui doivent être mises en place pour que ces gens-là aussi puissent se sentir impliqués dans ce Mali-Croix. Donc, en plus, il y a aussi la bonne gouvernance. Et je félicite d'abord aussi l'action du gouvernement qui est déjà la digitalisation du paiement des tarifs, des frais. Et là, beaucoup de Maliens ont compris que le gouvernement a la volonté de ce changement-là. Et enfin, ça c'est de venir sur le terrain, ou bien au moins former urgemment les jeunes, comme on avait mentionné ça. Outiller nécessairement les bureaux de jeunes qui sont mis en place dans des stratégies de lutte ou bien dans des stratégies de communication efficaces afin qu'ils puissent retirer les autres jeunes des zones d'ombre. D'accord. Il nous reste quelques minutes. On va aborder le dernier sujet de ce débat. Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, tous les élus du Conseil national de jeunes doivent être outillés à travers une formation civique, citoyenne et commune de base militaire de quelques semaines avant le démarrage du mandat. Madame, pourquoi une telle initiative? D'accord. Donc, on a voulu, à travers les nouveaux textes, faire comprendre aux jeunes que le mandat d'un jeune n'est pas que seulement être dans le bureau. Avant de commencer l'exercice de sa fonction, comme vous le savez, le département a initié un programme qui se nomme à l'école de la citoyenneté. À l'école de la citoyenneté où on apprend aux jeunes les valeurs ancestrales, où on apprend aux jeunes l'esprit patriotique, d'où on vient, qui sommes-nous. Ce programme a reçu sa première cohorte il y a 2 mois. Et il y a une cohorte qui est de 200 jeunes qui ont été sélectionnés à travers le pays et sortis, aujourd'hui qui mènent des actions sur le terrain. Donc, de la même façon qu'on a formé ces jeunes, on veut de la même façon former les nouveaux élus des 815 communes et des 20
présidents régionaux à suivre cette première formation à l'école de la citoyenneté sur le civisme, sur la citoyenneté, et ensuite la formation militaire. Donc à Bafo, comme vous le savez, il y a des recrues, c'est-à-dire les réservistes sont au niveau, ils doivent même sortir dans quelques semaines, qui sont à Bafo pour la formation militaire, et on veut que les jeunes soient aussi prêts à défendre leur pays. C'est vraiment créer cet état d'esprit dans chaque jeune pour dire que je suis aussi soldat pour défendre les intérêts de mon pays. Le jeune adhère-t-il à cette nouvelle vision des autorités de la transition? Oui. Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est important parce que il faut former, comme je disais au passage, les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes en guerre. Et en période de guerre, chaque citoyen doit être réserviste. OK? Donc, les jeunes bénéficiant de cette formation citoyenne et militaire seront prêts à répondre à l'appel du pays à tout moment. Et c'est très important. Ça, c'est selon votre vision. Nous allons voir au niveau des régions si les jeunes adhèrent à cette nouvelle stratégie des autorités nationales. Daouda, est-ce qu'au niveau régional, au niveau de Dioïla, le jeune adhère à cette nouvelle vision des autorités, comme quoi tout jeune doit avoir une formation militaire, notamment ceux qui veulent occuper les postes de CNJ? Ok, merci pour la question. Évidemment, bon, quasiment c'est dans les statuts et règlements intérieurs du CNJ. Donc, tout jeune qui adhère, tu adhères à un mouvement, tu adhères à ses statuts et sa vision. Maintenant, comme on a droit aujourd'hui à la parole, et on va tout simplement demander aux autorités d'amener les accompagnements nécessaires. Car aujourd'hui, il y a de ces jeunes, on ne connaît pas leur situation de santé. Donc, il faut au moins connaître faire l'état des lieux par rapport à la capacité physique de ces jeunes-là avant de les amener sur le terrain. Comme c'est des spécialistes qui vont s'en charger, j'en doute qu'il n'y aura pas de complications. Après aussi, on est actuellement on est actuellement à l'hivernage et nous, les jeunes ruraux, c'est actuellement notre mine d'or qui est ouverte. Donc, il y a beaucoup de braves valides qui ne seront pas sur le terrain pour accompagner les parents là. Mais quand même, on est 100% d'accord avec l'État dans ce sens-là. Dans la mesure où on sera utile à l'État. On est 100% d'accord, mais il y a des observations à faire. Madame, vous avez entendu la préoccupation des jeunes de Dioïla. Est-ce que des démarches ont été prises par rapport à ce qu'il dit? Effectivement, on tient compte de cette période. L'état de santé des jeunes, notamment. Qui relèvera certainement de ceux qui seront en charge de faire la formation militaire, donc qui relève d'un autre cadre. Donc, ce qui relève forcément, enfin, les deux relèvent de nous, mais la formation civique, on souhaiterait commencer avec la formation civique, mais évidemment, avant qu'ils ne rentrent, c'est pas comme si c'est une vraie formation militaire ou qui va durer 6 mois, c'est une formation d'1 mois, entre les deux, je pense que c'est 2 semaines, mais ça viendra au bon moment pour que les conditions soient réunies pour que ces jeunes-là puissent faire leur formation tranquillement. Alors, quel sort sera réservé aux jeunes qui travaillent dans le secteur privé ou étatique qui prétendent être candidats à ces postes? Je pense qu'on a déjà terminé avec ce débat parce que la tranche d'âge même l'âge a changé dans les nouveaux textes, c'est entre 18 et 35 ans. Et avant qu'ils ne se présentent, ils avaient tous les textes. Donc je pense qu'ils sont vraiment prêts. Ils sont vraiment prêts déjà pour la formation et ils sont prêts aussi à entamer leur nouvelle vie de président CNJ dans les différentes localités. Donc pour moi, il n'y a pas de confusion ni de problème à ce niveau. D'accord. On termine avec vous. Les jeunes méritent-ils qu'on leur confie à certaines responsabilités? Ah oui, celui qui a la destinée du pays aujourd'hui n'est-il pas jeune? Le colonel, son excellence Assimi Goïta. Ça dépend de la compréhension de chacun. Il est jeune. Les jeunes. Donc les jeunes méritent assez qu'on leur confie des postes de responsabilité. Ce sont des hautes fonctions même. Mais en ce moment, les jeunes doivent également comprendre qu'ils doivent être formés, qu'ils doivent apprendre et qu'ils doivent écouter les aînés.
D'accord. C'est Voilà. important. Merci, c'est sur ce mot que prend enfin ce grand dialogue qui réfléchissait sur la jeunesse. La jeunesse, un rempart contre l'insécurité. Et nous étions avec Madame Sarr Fatoumata Konaté, chargée de mission au ministère de la Jeunesse et de Sport, Mahaman Niaré, président national de l'AIJS, Mali, Action Jeunesse Sociale, et Daouda Fomba, secrétaire général du Conseil régional de jeunes de Dioïla. Ce débat vous a été présenté par Imrana Kilomega. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.